Avec vous sur Sud Radio pour le 10h midi. Bonjour à toutes et à tous. On est là pour commenter l'actualité avec Patricia Balme, communicante, présidente fondatrice de PBcom International. Bonjour. Bonjour Rafik Smati, chef d'entreprise, président du mouvement Objectif France. Bonjour à vous. Bonjour Romain Valérie. Colas, secrétaire national du PS et maire de Boussy-Saint-Antoine. Bonjour à vous. Bonjour Valérie. Et Patrick Flukiger, vous êtes dans l'Est de la France, journaliste, ancien correspondant des journaux du groupe EBRA, donc qui regroupe des journaux qui sont des journaux régionaux de l'Est de la France. Vous allez bien? Vous étiez dans l'épicentre, Patrick Flukiger. Vous avez été dans l'épicentre du virus, hein, au tout début. On y est, j'y suis. Je suis au centre de l'épicentre. Au centre de l'épicentre, et vous ne l'avez pas attrapé? A priori non, mais je n'ai pas été testé, j'ai pas été malade. Non, mais vous n'avez pas été malade, c'est déjà ça. On va parler de ce second tour des élections. Doit-il se tenir en juin? On va parler des conséquences économiques du Covid-19. On a entendu hier le groupe Next Radio, c'est-à-dire BFM, le propriétaire de plusieurs, et qui est aussi propriétaire de Libération, qui annonce un plan social. On apprend ce matin, rumeur ou non, que l'usine de Flins risque de fermer et que Renault songe à fermer 4 usines. On a appris également ce matin, je ne sais pas si vous l'avez vu, que la CRDS, qui devait s'arrêter cette cotisation en 2024, va continuer jusqu'en 2033. Donc c'est le premier impôt Covid. Donc on va s'attendre certainement à une économie extrêmement compliquée. Et puis reparler quand même de ces rodéos, de ces incivilités, de ces émeutes. Est-ce que l'État est incapable de gérer ces banlieues? C'est une question qu'on vous pose. Petit tour de table pour voir un petit peu ce qui a retenu votre attention. Patricia, commençons avec vous. C'est un sujet qu'on a un petit peu évoqué hier, mais vous vouliez y revenir et c'est intéressant. Écoutez, moi vraiment j'ai un grand coup de colère, même pas un coup de gueule, c'est un coup de colère pour ces députés qui ont décidé de démissionner de La République En Marche et créer un mouvement. Alors, quand on est député de la nation, qu'on n'est pas d'accord avec la politique du gouvernement, ça peut arriver, et c'est tout à fait légitime. Dans ce cas-là, on démissionne. Et le cas échéant, on se représente au nom du mouvement que l'on a rejoint. Et là, je voudrais prendre un cas pratique, parce qu'on entend beaucoup de choses depuis hier, mais je vais vous donner un exemple concret. Ces députés sont hors sol. Bon, je ne vais pas reprendre l'article de l'opinion d'hier disant que ces députés... sont incompétents, sont des chevaux légers, ce sont des bulles électorales. Et je vous prends un exemple concret. La députée des Français d'Amérique latine, elle est élue députée des Français de l'étranger. C'était une illustre inconnue. Aucune expérience politique. D'ailleurs, je ne sais même pas comment ces députés ont été recrutés sur Internet ou sur CV. Et cette Paola Fortezza vient rejoindre Cédric Villani à Paris, qui la nomme tête de liste dans le 19e arrondissement. Elle fait 5%. Elle est absente depuis 8 mois de sa circonscription des Français d'Amérique latine, alors que sur ce continent, 500 000 personnes sont contaminées par le Covid-19. Où est la dignité? Où est le cœur? Où est le sens de la solidarité? Et je rappelle que sur le site de l'Assemblée nationale, elle a eu 0 activité. Donc je suis en colère parce que ces gens-là, et celle-ci en particulier, Paola Fortezza, c'est pour moi une imposture. Et ces gens-là sont censés être députés de la nation, c'est-à-dire représenter les Français à l'Assemblée nationale. Oui. C'est même au-delà de la fronde ou du départ de ces députés, ce que vous dites là. C'est sur c'est-à-dire qu'en fait, cette comportement. personne a été élue grâce à Emmanuel Macron et à l'engouement que les Français ont eu pour Emmanuel Macron. Et elle n'était personne, elle n'était rien. Et pardon, quand Emmanuel Macron a été élu et que les législatives ont suivi, une chèvre aurait été élue. Donc, je suis en colère contre des gens comme ça qui représentent la nation.
Alors, C'est peut-être un vraiment commentaire les uns et honteux. les autres sur ces départs, parce que François Hollande, on l'a évoqué hier, avait eu ses frondeurs, mais il n'avait pas quitté le Parti Voilà. socialiste. Peut-être Romain. Mais vous savez comment ont été Ah bon, Patrick recrutés, Flukiger. Oui. vous l'avez évoqué, Patricia, vous savez comment ont été recrutés ces députés. Il y en a un tiers des députés LREM qui sont des recyclés du Parti socialiste, qui étaient déjà députés ou pas, mais qui étaient membres actifs du Parti socialiste. Ça, c'est le premier tiers. Le reste a été recruté par QCM sur Internet, par Jean-Paul Delevoye. C'est pour C'est-à-dire ça que qu'il j'ai fallait, pris l'exemple. il fallait Pardon. répondre à une série de questions sur Voilà. Internet, Oui. voilà. Oui. Bon, on va pas. Oui, On a oui. Mais recruté ça, un on peu l'a. n'importe Oui. qui, n'importe Mais ça, quoi. on l'avait Depuis, abondamment commenté déjà au moment où ça s'est depuis la passé. crise des Gilets jaunes, je pense, moi, personnellement, et je l'ai dit déjà plusieurs fois, Macron aurait dû, il était moralement et politiquement obligé de dissoudre l'Assemblée nationale au début de la crise des Gilets jaunes. Il n'a pas osé le faire. Moi, je suis persuadé que ça aurait quand même permis, de déconnecter l'Assemblée nationale de l'élection présidentielle, ce qui, à mon avis, est essentiel dans une démocratie. Et deux, ça lui aurait permis peut-être d'avoir une majorité moins nette, mais au moins d'avoir des gens peut-être un peu plus normaux. Là, on a vraiment une assemblée nationale hors sol. Mais Patrick, moi je suis tout à fait d'accord avec vous. Et pourquoi j'ai cité l'exemple de Paola Fortezza? Parce que c'est quelqu'un qui vient de nulle part, qui n'a jamais fait de politique et qui a inscrit un CV sur Internet. Mais ils sont nombreux dans ce cas-là. Peut-être rapidement un commentaire de Rafik et de Rafik Smati et de Romain, parce que c'est un sujet effectivement qu'on a traité. Rafik Smati. Oui, je rejoins l'avis de Patricia Balme. Lorsqu'on a été élu sur un contrat qui est un contrat tacite que l'on passe avec l'électeur, lorsqu'il y a rupture de contrat, eh bien on doit avoir le courage de remettre son mandat en cause. Et je précise que cela concerne ces députés-là, les autres, mais également toutes sortes d'élus. C'est-à-dire qu'à un moment donné, lorsqu'on estime que l'on n'est plus en phase avec la raison pour laquelle les Français ont voté pour vous, vos électeurs ont voté pour vous, il vous appartient de prendre vos responsabilités. Maintenant, il ne m'appartient pas de rentrer dans les affaires internes de La République En Marche, ça ne m'intéresse pas. La seule chose qui m'intéresse, c'est est-ce que notre pays sera gouvernable à l'issue de cette scission ou pas? Et s'il ne l'est pas, eh bien, le président de la République devra en tirer toutes les conséquences. Mais bien sûr qu'il le sera, parce qu'on l'a évoqué hier avec Gaspard Ganzer et avec d'autres. Ce sont des gens qui ne seront pas en opposition et qui sont là pour leur ambition personnelle. En tout cas, c'est ce qui était sorti de nos débats hier, dans l'espoir d'avoir un Marocain un jour. Romain Colas, rapidement. Oui, moi, très franchement, j'en fais pas une affaire d'État. D'abord parce que ces parlementaires, pour leur immense majorité, se découvrent des états d'âme quant à la politique conduite depuis 3 ans, alors que pour le plus grand nombre d'entre eux, ils ont validé tous les choix. Et d'ailleurs, je m'interroge objectivement sur le moment. Même si vous le savez, je suis pas un soutien de la majorité. Je trouve que le moment est pas spécialement opportun et que s'il y avait un problème, et il y en a, de mon point de vue, avec la politique conduite depuis 3 ans, c'est un moment étrange pour le découvrir. Il y a d'autres occasions qui auraient été possibles de rupture ou en tout cas de prise de distance. Je pense notamment à la réforme des retraites. Après, j'ai une position un tout petit peu différente de celle qui a été exprimée par Rafik et Patricia. Moi, j'ai été parlementaire dans la majorité socialiste à l'Assemblée nationale dans la précédente mandature. Vous avez rappelé qu'il a existé des frondeurs. On n'est jamais allé jusqu'à la scission de groupe. En revanche, il y a une chose à laquelle je suis attaché, c'est qu'il n'y a pas de mandat impératif et que c'est faire peu de cas de ce qu'est le rôle du Parlement que de considérer que les députés, parce qu'ils sont élus, et je suis d'accord avec Patrick Flukiger, l'inversion du calendrier et le calage, le quinquennat est une calamité parce que ça crée par essence des parlements godillots ou des parlements rebelles. Et ça, on l'a vu dans le quinquennat précédent. Il n'y a pas de mandat impératif et c'est faire peu de cas du Parlement que de considérer que celui-ci doit avaler tout ce que l'exécutif lui présente. Donc moi, j'ai pas de grief
à apporter sur le fait que des parlementaires prennent leur liberté vis-à-vis d'une majorité. Ah, mais moi non plus. Ça fait partie Je suis de leur d'accord avec vous. responsabilité. Je m'interroge Bien sûr. franchement sur l'honnêteté de la démarche et sur le moment. Et sur l'opportunité. On est Allez, on d'accord. continue notre tour de table. Patrick Flukiger, c'est un coup de gueule. Oui, c'est un coup de gueule sur les agences régionales de santé. Alors, on apprend ce matin que les chiffres de décédés du Covid ont été très légèrement revus à la baisse. Je n'ai pas en tête le chiffre exact, mais enfin, il y en a une centaine de moins que ce qu'avait dit le ministère la veille. Tant mieux, parce que, alors ça a été revu à la baisse parce que les agences régionales de santé, les fameuses ARS, ont du mal à faire remonter les chiffres et on a du mal à collecter ça. Il y a des erreurs dans les remontées, il y a des manques. Alors moi, mon coup de gueule, c'est on a créé les ARS très récemment, en 2010. C'est Nicolas Sarkozy qui a créé les ARS. C'est une nouvelle couche dans le millefeuille administratif, bureaucratique français, qui ne dépend plus des préfets. Maintenant, c'est vraiment une nouvelle couche dans le millefeuille. Voilà, on a créé ça et parallèlement, on a supprimé en 10 ans, en 20 ans, des dizaines et des dizaines de milliers de postes d'infirmières, de lits, de postes de médecins, etc. Ça veut dire qu'en France, pour restructurer l'hôpital, on supprime ce qui soigne. Par contre, qu'est-ce qu'on rajoute comme technostructure, etc. Je rappelle que la moitié des maternités françaises, la moitié ont disparu en 20 ans. La moitié des maternités publiques. On a fermé, voilà. On a fermé des centaines de lits de réanimation, etc., des milliers de lits de nuit. Ouais. Et par contre, on a complété le millefeuille administratif. C'était évidemment une priorité. Et voilà le résultat qu'on a aujourd'hui. Oui, à voir comment effectivement, quels enseignements seront tirés de cette crise où on promet des choses. Est-ce que ça va être tenu? Déjà, des médecins alertent sur le fait que des lits sont refermés. Donc, il va falloir effectivement rester mobilisé. Je suppose qu'on va créer un échelon administratif supplémentaire pour booster tout ça. Voilà. Et poser des questions effectivement sur les ARS et sur certaines décisions qui ont été prises ou plutôt qui n'ont pas été prises. On va passer à Romain Colas pour un coup de cœur. Oui, un coup de cœur, Valérie, pour les enseignantes et les enseignants, notamment les professeurs des écoles en maternelle et en élémentaire. Je suis maire, vous l'avez rappelé, d'une commune en Île-de-France, puis j'échange avec de nombreux collègues à l'échelle du pays. Et ce qu'on peut constater, c'est une belle mobilisation dans des conditions qui sont extrêmement difficiles, avec un protocole sanitaire qui est très lourd. Une formidable mobilisation des enseignantes et des enseignants pour permettre, là où les maires le veulent, un retour progressif des gamins à l'école. C'est une difficulté immense parce qu'il nous faut totalement repenser dans des délais qui sont brefs notre organisation. Mais à l'heure où je vous parle, dans ma commune, c'est vrai, dans beaucoup de communes, on arrive à faire revenir une partie des enfants à l'école. Moi, j'ai à peu près des capacités d'accueil en respectant le protocole sanitaire de la moitié des élèves de mes écoles élémentaires. Mais il a fallu pour ça bouleverser les classes, l'organisation, les horaires et il y a eu une disponibilité du corps enseignant. Et je veux le dire parce que on qualifie souvent les enseignants, parfois à raison, il faut bien le dire, dans certaines expressions syndicales, de personnes assez figées. Ouais. Moi, j'ai vu un corps enseignant mobilisé qui n'avait d'autre souhait que de rouvrir les écoles parce que c'est essentiel pour certains gamins dont on sait qu'ils ont complètement décroché. Et c'est essentiel aussi parce qu'on doit apporter collectivement. Mais est-ce qu'ils sont revenus, pardon de vous poser la question, est-ce qu'ils sont revenus les décrocheurs? Parce que Kevin Bossuet, qui est enseignant en Seine-Saint-Denis, lui constatait que les décrocheurs ne sont pas ceux qui sont revenus, contrairement à ce qu'on aurait pu souhaiter. C'est contrasté, mais il faut aller les chercher. Et dans la mobilisation des enseignants, je veux saluer ce travail qui a été fait dans ma commune. Je sais qu'il a été fait ailleurs, d'identification des élèves qu'on savait les plus éloignés. Et ça a été un travail de dentelle avec les enseignants qui appelaient les parents pour les rassurer. Parce qu'il faut savoir que beaucoup de parents étaient inquiets du retour à l'école du fait de la situation sanitaire. Tout a été mis en œuvre pour les rassurer.
On va marquer une pause, on va se retrouver avec le coup de gueule de Rafik Maty. Ça concerne évidemment enfin pas évidemment, ça aurait pu être autre chose, mais ça concerne l'économie, le travail, les 35 heures remises en question et puis évidemment les conséquences du Covid et l'impact sur notre économie. À tout de suite. Avec vous de retour sur Sud Radio pour le 10h midi. Vous retrouverez ensuite André Berkoff dans tous ses états. Rafik Maty, c'est un coup de gueule que vous vouliez pousser ce matin. Oui, Valérie. Depuis plus de 20 ans, il y a un sujet qui revient fréquemment dans le paysage politique français, c'est le sujet des 35 heures du temps de travail. La droite a été au pouvoir pendant 10 ans dans cette période. La droite n'a pas supprimé les 35 heures. Et ce que j'observe aujourd'hui, c'est qu'une partie de l'échiquier politique, mais même aussi une partie du patronat, décide de remettre ce sujet sur le tapis. Je rappelle que je suis moi aussi chef d'entreprise, donc directement concerné par ce sujet, et ça m'agace. Et je vais vous dire pourquoi ça m'agace. Évidemment que les 35 heures ont été une faute historique de Martine Aubry, il faut le dire, et ça a été une catastrophe. Sauf que nos entreprises et nos économies se sont adaptées à cette contrainte. Et notamment par le truchement, Nicolas Sarkozy les avait mis en place, Emmanuel Macron les a relancés, les fameuses heures supplémentaires. Qui fait qu'aujourd'hui, la question du temps de travail dans une entreprise, dans mon entreprise, n'est pas un sujet. Si mes collaborateurs ont besoin de travailler 37 heures, 38 heures ou 40 heures, eh bien, ils travailleront 38 heures ou 40 heures et ils seront payés 38 heures ou 40 heures. Ce n'est plus un sujet. Et moi, je n'ai certainement pas envie que l'État, qui aujourd'hui a démontré à quel point il était inefficace dans bien des domaines, je n'ai pas envie que l'État vienne se mêler de ma politique salariale et de la manière avec laquelle je bosse avec mes collaborateurs. Que l'État se mêle de ce qu'il a à faire, et on sait à quel point les chantiers pour l'État aujourd'hui sont extrêmement nombreux, que l'État nous fiche la paix. Ce que les entrepreneurs attendent, ce n'est pas un changement des règles du jeu fondamentales du temps de travail. Encore une fois, nous nous sommes adaptés. Ce que nous attendons de l'État, c'est qu'il réduise significativement les impôts et les charges qui payent sur les entreprises, qui sont un coup de massue, qui font que les entreprises françaises ne sont pas compétitives dans le monde, mais cela exige quelque chose d'encore plus difficile, c'est que nous réformions notre État, qui est aujourd'hui administré à défaut d'être gouverné, mais ça, évidemment, ça nécessite du courage politique, ça nécessite un discours de vérité, c'est autrement plus difficile que de fanfaronner sur un plateau de télé ou radio en disant « il faut revenir sur les 35 heures ». Voilà pour mon coup de gueule du jour. Oui, mais il a raison. Je pense Patricia Balme. Je partage entièrement l'avis de Rafik Maty. D'abord, l'État veut tout contrôler, y compris les entreprises privées. Si des personnes ont envie de travailler plus, si les personnes ont envie d'avoir des primes et que le chef d'entreprise le décide, c'est sa liberté. Et il faut rappeler une chose aussi aux Français, c'est que être chef d'entreprise, c'est prendre des risques. Être fonctionnaire, c'est simple. C'est un emploi garanti à vie. Le chômage n'existe pas pour les fonctionnaires. Aujourd'hui, les chefs d'entreprise et ceux qui innovent en créant des entreprises, et je parle même des TPE et des PME, ils ont du courage, il faut les aider. On ne peut pas être aussi restrictif. J'approuve à 100% ce que vient de dire Rafik Maty. Bon, je pense que Romain Collas ne sera pas forcément d'accord. Sur le fait qu'il ne faut pas toucher aux 35 heures, si, je suis d'accord avec Patricia et Rafik Maty. Ce n'est pas le moment, franchement, d'aller sur cette voie-là. Je voudrais juste répondre à Patricia. Il ne faut pas tomber dans l'absolue caricature qui est une tarte à la crème entre les salariés du privé, les chefs d'entreprise, les fonctionnaires. Les salariés du privé et les fonctionnaires n'ont pas l'exclusive apanage du courage. Et moi, je veux saluer les fonctionnaires dans nos hôpitaux, notamment, qui sont extrêmement mal payés et qu'on était content d'avoir à nos de côtés. l'administration. Hein. Voilà. Donc, il faut des fonctionnaires, ne serait-ce que pour faire fonctionner notre système de santé, et sans doute plus du côté des soignants. Et là, je rebondis sur ce que disait Patrick tout à l'heure, que du côté de la gestion administrative de la santé, qui a pu montrer ses défaillances, et il faut en tirer toutes les leçons. Sur l'histoire du temps de travail, si c'était une catastrophe à laquelle on a pu s'adapter, Rafik, c'était peut-être pas une si grosse catastrophe que ça. Moi, ce que je constate, en tout cas, c'est que, au regard, et on l'abordera tout à l'heure, des dégâts économiques, sociaux que va provoquer l'épisode que nous traversons, il faut plutôt privilégier, en s'inspirant de ce qui se pratique en Allemagne, on appelle ça le Kurzarbeit,
Ça avait été déployé notamment beaucoup pendant la crise de 2008, ce qui n'avait pas été fait malheureusement en France. On va plutôt aller, dans certains secteurs, vers une réduction temporaire du temps de travail. Et c'est ce qui permettra d'ailleurs, avec une participation de la puissance publique, c'est ce qui permettra aux entreprises de garder leurs compétences, leur capacité de rebond, plutôt que de procéder à des licenciements. Très concrètement, c'est quoi le Kurzarbeit? C'est ce qu'on vit d'une certaine façon avec le chômage partiel. Il faudra sans doute le réinventer dans les semaines, les mois qui viennent. Mais il y a des boîtes qui vont pas voir leur carnet de commandes se remplir immédiatement. Il faut pas que celles-ci perdent leurs compétences, perdent leurs salariés qui sont formés pour qu'elles aient une capacité de rebond au moment où le carnet de commandes se remplira. Et donc, on n'est pas vers une augmentation du temps de travail dans bien des entreprises. Il va falloir moduler le temps de travail pour permettre le rebond en temps utile et éviter qu'on ait des millions de personnes qui se retrouvent au chômage. Donc, c'est pas le moment. Je sais pas si c'est ce vers quoi on s'oriente. On va y revenir dans un instant et on va parler justement de cette hypothèse selon laquelle Renault envisagerait de fermer plusieurs sites en France alors que l'État prévoit de garantir un prêt bancaire d'environ 5 milliards d'euros. Donc c'est tout à fait incompréhensible. À tout de suite. De retour avec vous pour le 10h midi, les conséquences économiques après la crise, ou même on n'en est pas sorti de cette crise du Covid, commence à se faire sentir, à se faire jour, puisqu'hier on a appris donc le groupe Altis, le groupe de Patrick Drahi qui détient entre autres BFM TV, RMC Sport, annonçait un plan social qui concerne prioritairement les intermittents, les pigistes, le journal Libération également qui est sorti du groupe pour le mettre sous une autre forme économique. Et puis Renault qui fermerait certains sites. On a un petit peu de mal à comprendre. Je vois une auditrice qui me dit que son mari travaille chez Renault dans une concession Renault. Depuis 4 ans, la participation sur le bénéfice n'a jamais été aussi importante, 3 fois plus. Donc je m'étonne qu'on leur veuille fermer des sites en France. Ne devrait-on pas plus produire en France? Un autre me dit, Bruno, que Conforama réclame l'aide de l'État. Comment tout cela va se passer? Est-ce que le Covid ne va pas avoir bon dos aussi pour procéder à des licenciements purs et simples? Qui veut commencer? D'abord, Patricia Balm. Oui, et d'abord, il faut quand même rappeler que Renault est une entreprise d'État. Donc, l'État est quand même... Était, oui, mais enfin, si vous voulez, à partir du moment où on décide de fermer des sites, on va mettre des gens au chômage, c'est un sujet qui va être récurrent pendant tout le temps de l'après-crise. Vous citiez BFM et tout ce groupe également. Il y a Prestalis, il y a énormément de... Voilà. Dans le cas des groupes de presse comme cela, ils vivent évidemment de la publicité, ils vivent aussi du nombre de téléspectateurs. Je crois que les chaînes d'infos n'ont jamais aussi bien marché que pendant cette crise sanitaire et je ne comprends pas cette politique et ce n'est pas le moment. Il va y avoir tellement de chômeurs à venir que quand certains groupes, et je pense à Prestalis notamment, ont les moyens de garder des employés et même de créer des emplois, je trouve que c'est trop facile de mettre tout cela sur le dos de cette crise sanitaire. L'État, Patrick Flicuget, l'État français est quand même le premier actionnaire de Renault, 15% du capital, et puis ce prêt de 5 milliards d'euros pour le constructeur. Oui. Donc pour l'instant, ce n'est pas confirmé, mais on ne peut pas faire un prêt et en même temps accepter qu'il y ait des employés qui soient mis au chômage. Alors je pense qu'il y a deux choses. On a mis depuis le 16 mars, Macron a mis l'économie à l'arrêt complet, beaucoup plus qu'en Allemagne. En Allemagne, le bâtiment, par exemple, a continué. En France, il a été totalement stoppé. Je prends cet exemple, il y en a d'autres, il y en a beaucoup d'autres. Et on a mis l'économie à l'arrêt et le redémarrage va être extrêmement difficile, surtout pas tellement pour les grands groupes d'ailleurs, mais surtout pour les PME, les hôteliers, les artisans, etc., qui ont des charges fixes, qui n'ont pas pu payer pendant ces 2 mois où vous n'avez aucune rentrée. Tout ça, eux, ils auront beaucoup plus de mal. Moi, je dissocierais le problème de l'automobile un peu du reste. Les difficultés de Renault ne remontent pas au Covid, elles remontent bien avant.
Elle remonte bien avant même l'arrestation de Carlos Ghosn. L'alliance Renault-Nissan se porte mal depuis plusieurs années. Et plus largement, je pense vraiment que ces alliances entre un groupe européen comme Renault, un groupe français européen comme Renault, un japonais comme Nissan, sont très difficiles à gérer. Visiblement, l'alliance Renault-Nissan reposait quasi exclusivement sur la personnalité de Carlos Ghosn. Elle se fissure depuis les difficultés personnelles de Carlos Ghosn, mais aussi à cause des difficultés qui datent déjà de sa présidence. Et je voudrais élargir mon propos en disant que je suis très inquiet, pour Renault, effectivement, qui va supprimer des postes en France, qu'il a déjà fait, qu'il le fait sans arrêt depuis 20 ans, pratiquement. Quand vous achetez une Renault aujourd'hui, vous achetez une voiture turque quand c'est une Clio, vous achetez une voiture slovène quand c'est une Twingo, et vous achetez une voiture espagnole quand c'est une Mégane. Vous n'achetez plus une voiture française en achetant Renault, ou quasiment plus une voiture française. Cette politique de délocalisation, de désindustrialisation française a commencé bien avant le Covid. Bien entendu, le Covid va servir de prétexte à la continuer. À la continuer, mais Flins, c'est symbolique. La fermeture et Flins, c'est symbolique. Moi, j'ai visité Flins il y a quelques années. Une voiture sur 7 produite à Flins est une Zoé électrique. Était à l'époque une Zoé électrique. Où est-ce qu'on va construire des voitures électriques si Flins ferme? Mais je pense qu'effectivement, le Covid va servir de prétexte à continuer une politique de désindustrialisation qui a commencé dans les années 80-90. Plus largement, je m'interroge, moi, c'est très inquiétant, je m'interroge sur la pérennité, sur la possibilité de fusionner ou d'allier des grands groupes automobiles d'un continent à l'autre. Je vous rappelle qu'en 1998, Daimler a racheté Chrysler aux États-Unis et ça a duré 9 ans. Ça s'est cassé et je suis très inquiet pour la fusion à venir entre PSA, Peugeot Citroën, et Fiat Chrysler. C'est très inquiétant parce que ça aussi, ça va être une source de délocalisation, une source de désindustrialisation et de suppression de milliers d'emplois. Ouais. Rafik Smati, c'est quand même en contradiction avec tout ce qu'on a entendu sur la nécessité de relocaliser, de relocaliser. S'agissant du cas de Renault, il faut comprendre quelque chose. Alors, d'abord, en fait, il y a 2 sujets en un. Le premier sujet, c'est celui de la compétitivité de Renault. Mais c'est un sujet qui est quelque part assez général dans l'économie française telle qu'elle est aujourd'hui. La question de la compétitivité de nos entreprises. Pourquoi un fleuron tel que Renault et plein d'autres sont obligés d'aller construire ailleurs? Tout simplement parce que en France, ça leur coûte beaucoup trop cher et elles estiment qu'elles ne peuvent pas rentrer dans leurs frais dans un modèle qui est purement français. Et ça me fait penser à la fameuse formule de Bossuet qui dit que Dieu se rit des hommes qui se plaignent des effets dont ils chérissent les causes. C'est-à-dire que on peut avoir un modèle social que l'on veut le plus beau du monde, qui coûte une fortune et qui d'ailleurs par ailleurs est profondément inefficace, si on l'a vu ces derniers mois, sauf que la conséquence de ça, c'est une compétitivité qui baisse et des entreprises qui s'expatrient. Maintenant, il y a un autre sujet qui se cumule à celui-ci. L'État, vous l'avez dit, est actionnaire de Renault. L'État est actionnaire d'environ 1750 entreprises en France. Et l'État a révélé au fil du temps qu'il était un très mauvais actionnaire. C'est-à-dire qu'il n'existe pas, il ne s'implique pas dans la stratégie industrielle des entreprises dans lesquelles il est au capital. Comprenez que l'agence de participation de l'État, c'est-à-dire l'organisation qui gère les participations de l'État, change de patron en moyenne tous les 2 ans. Comment voulez-vous avoir une vision stratégique à 2 ans, sachant que la vision stratégique d'une entreprise, elle est à 5 ans et 10 ans, voire beaucoup plus. Et donc, il est évidemment absurde, mais absurde, c'est purement kafkaïen, qu'une entreprise qui a l'État comme actionnaire, l'État qui fait une garantie de 5 milliards. 5 milliards. Voilà, c'est pas un prêt de l'État, c'est une garantie, mais soyons précis. Il est surréaliste
que l'État ne joue pas son rôle d'actionnaire. En tous les cas, l'information n'est pas confirmée, mais si tel devait être le cas, ça serait surréaliste. Mais ça ne règle pas le problème initial, qui est celui de la compétitivité de Renault, de tous nos industriels, qui font qu'aujourd'hui, posons les choses telles qu'elles sont. La France a un gros problème. Donc, c'est évidemment désindustrialisé, c'est pas un scoop, mais nous avons un gros problème d'entreprises de taille intermédiaire, de grosses industries familiales. On en a 3 fois moins qu'en Espagne, qu'en Allemagne, et 2 fois moins qu'en Italie. Il est vraiment temps qu'on se pose des bonnes questions. Oui. Romain Colas. Oui, sur le rôle que doit jouer l'État, dès lors qu'il est actionnaire, dès lors qu'il mobilise, que ce soit en garantie ou en prêt, des crédits publics, il doit évidemment fixer des conditions. Et donc moi j'attends de voir, s'agissant de Renault particulièrement, ce qui sera confirmé ou pas. Mais l'État doit parfaitement jouer son rôle, et je partage l'incompréhension, Valérie, qui est la vôtre, si jamais les fermetures devaient être confirmées. Après, on a de toute façon devant nous, il ne faut pas se mentir, une crise économique, sociale majeure, et ce qui nous appartient aux chefs d'entreprise comme aux responsables publics, sans démagogie, sans vouloir ressortir les vieilles lunes, on l'a évoqué tout à l'heure avec le retour, un débat sur le temps de travail, c'est comment on arrive à trouver des solutions qui préservent, encore une fois, j'y venais tout à l'heure sur la question du temps de travail et du modèle allemand sur le Kurzarbeit, comment on préserve nos boîtes, et surtout comment on fait en sorte que les milliards, parce qu'ils vont arriver, il y a l'initiative Merkel-Macron, on verra ce qu'elle devient dès lors que les autres pays de l'Union se seront prononcés. Il y a déjà un plan de 1 000 milliards qui a été annoncé par la Commission européenne. Il y a des dizaines de milliards d'euros qui arriveront en collectif budgétaire et dans la loi de finances. Tout ça, d'ailleurs, demain, c'est de la dette, mais qui est aujourd'hui indispensable pour relancer la machine et éviter que notre économie soit un peu plus abîmée. Ce qu'il faut, c'est impérativement que cet argent qui va arriver pour relancer l'économie, il faut impérativement que ce ne soit pas un chèque en blanc. Et il faut qu'on en profite pour réorienter vers de la relocalisation, vers de la réindustrialisation, avec un État qui est stratège, vers évidemment l'indispensable transition écologique, notre économie. Et en matière de transition, notamment, on sait qu'on a là une manne formidable d'emplois qui par essence ne sont pas délocalisables. Mais moi, je voudrais bien répondre à Romain. Je veux juste terminer, Patricia, allez-y, Romain, d'un mot sur l'histoire du modèle social. Oui, notre modèle social, il coûte cher. Mais je ne partage pas le diagnostic que posait Rafik sur sa faillite. Il y a un modèle administratif qui a failli, un modèle de décision politique qui a failli, mais pas notre modèle social, parce qu'il a constitué, il constitue encore aujourd'hui un formidable amortisseur. Regardez aux États-Unis, ceux qui se retrouvent avec $30 000 à payer simplement parce qu'ils ont dû faire des examens pour le Covid. Regardez les queues de voitures, des kilomètres et des kilomètres de queues de voitures pour l'aide alimentaire aux États-Unis. Regardez dans les pays en développement, la misère qui est en train de s'aggraver considérablement. Donc notre modèle il coûte cher, mais il faut pas juste oublier un truc, c'est qu'il sauve des vies. Ça a un coût, mais ça n'a pas de prix. Moi, je voudrais répondre à Romain Colas, Valérie. Vous avez posé une question, une très bonne question tout à l'heure, en disant comment va-t-on sauver nos boîtes? Moi, je vais vous parler des TPE et des PME. Comment on sauve ces entreprises-là? C'est très simple, avec un allègement fiscal et un allègement des charges sociales. Et c'est comme ça qu'on va les sauver. Je ne parle pas des grands groupes, je parle des PME. Il n'y a pas d'autre solution. La fiscalité de ces entreprises est déjà punitive. Mais si on n'allège pas, dans les mois qui viennent, si on ne prend pas de vraies mesures, il y aura des faillites. Et vous savez, les faillites, ça conduit à des suicides. Et là, c'est plus le Covid-19 qui va tuer des citoyens. Ce sont des gens qui pourront ce plus… sont les licenciements. Mais bien sûr. On a pas mal mais si on allège, il faudra prendre l'argent ailleurs. Donc, mais pourquoi pas juste un mot. Nous n'avons pas le droit de dire que notre modèle social est bon lorsque vous avez 200 milliards qui vont chaque année à l'assurance maladie et qu'on est incapable d'équiper nos soignants de masques. À l'évidence, il y a un problème, alors qu'on laisse mourir nos anciens dans les EHPAD. Ce n'est pas possible. La véritable question qui se pose, parce que l'argent public, ça n'existe pas. C'est l'argent des Français. Et la question qui se pose, c'est comment, avec une dépense publique qui représente 57% de notre produit intérieur brut, maintenant probablement 62%, comment se fait-il
que d'un point de vue unanime, on a des hôpitaux qui s'effondrent, et c'est le drame du personnel hospitalier. On a une sécurité qui n'est plus garantie, on a une éducation qui n'est plus à la hauteur, et ce n'est pas la faute des professeurs. Vous avez eu raison de leur rendre hommage tout à l'heure. C'est ça l'équation qui est branle-ballante aujourd'hui dans notre modèle. Donc dire que nous avons un problème dans notre modèle social, ce n'est pas du tout remettre en cause les fondamentaux qui font la grandeur de la France, qui est un fondamental de solidarité. Ce n'est pas du tout le remettre en cause, mais c'est un principe de base d'efficacité où on se rend compte manifestement aujourd'hui que l'État faillit dans ses missions les plus fondamentales et que l'argent que nous, citoyens, que nous, entreprises, payons, ne sert pas malgré justement les sacrifices que nous faisons en le payant à la puissance publique. La question, c'est où va l'argent. C'est la question que vous posez. Surtout, est-ce que les choses sont bien gérées ou pas? C'est pour ça que moi, je ne veux pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Moi, je crois qu'il y a un problème qui ne date pas d'ailleurs que de Macron. Il faut dire les choses franchement. Il y a un problème sur la façon dont on gère notre modèle social. Il y a un problème sur les choix qui ont été faits. Il y a un problème aussi sur les mutations de notre économie qui ont fait qu'aujourd'hui, il y a une partie de la richesse taxable, et je ne parle pas des TPE, des PME, Patricia, je parle des grands groupes, je parle des GAFAM, etc. Il y a toute une partie de la richesse taxable qui a complètement disparu. Et donc, on a paupérisé aussi la puissance publique. Et ça, c'est lié à des absences de décision publique. Donc moi, ce que je vous invite à faire, c'est simplement pas acheter le bébé avec l'eau du bain, mais je crois qu'in fine, on est d'accord. C'est qu'on a un modèle social dans ses principes qui est essentiel. Et moi, franchement, je suis encore fier d'être français quand je regarde la façon dont la misère est en train de se répandre plus rapidement que le virus dans un certain nombre de pays qui ne bénéficient pas de nos filets de sécurité sociaux. Mais je suis totalement d'accord avec vous sur une forme d'incurie dans la gestion, sur une forme de désarmement aussi progressif des États face aux mutations de l'économie qui font qu'on se retrouve là. Romain, un petit bémol, Romain. Les grands groupes sont créateurs d'emplois. Il ne faut pas l'oublier. Oui, mais ils sont créateurs d'emplois, mais certains ne paient pas beaucoup d'impôts. D'ailleurs, j'aurais pu adresser un coup de cœur à Thierry Breton, le commissaire européen, Thierry Breton, qui n'est pas un dangereux gauchiste, qui a recadré Mark Zuckerberg en lui disant « payez vos impôts ». Voilà. Ouais. Oui, et vous croyez sincèrement un deuxième bémol quand même, parce que quand on désindustrialise la France, comme on l'a désindustrialisé depuis les années 80, ce sont non seulement des emplois qui sont supprimés, mais c'est aussi des cotisations sociales. Parfaitement. Alors, supprimer les cotisations sociales, c'est facile à demander, mais qui est-ce qui va payer la sécu après, quand l'entrepreneur ne cotise plus? Il aurait fallu, alors c'est facile à dire, certes, mais ce qui a créé la vraie crise, c'est l'exportation de nos usines en Chine, en Pologne, pas seulement en Chine, au Maroc. Renault, pour en revenir à Renault, a construit une méga usine au Maroc qui nous inonde avec des voitures fabriquées au Maroc. Ce sont non seulement des emplois supprimés en France, mais ce sont aussi des revenus sociaux supprimés en France. Alors, on partage aujourd'hui des revenus sociaux déjà à tout le monde, sans Charles Prats, qui est un magistrat qui s'est spécialisé dans ce domaine, a constaté que 42% des allocations familiales sont versées à des étrangers, non pas à des personnes issues de l'immigration étrangère, mais à des étrangers aujourd'hui. C'est énorme. La fraude sociale est gigantesque. On va marquer une pause. On se retrouve dans un tout petit instant. On va parler de nos banlieues et de ce qui se passe, cette montée de la haine des policiers et de l'incapacité de l'État à gérer tout cela. À tout de suite. Avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi. C'est ensuite André Berkoff qui sera avec vous. Je voulais revenir sur ces rodéos qui se multiplient dans les quartiers, enfin qui ont toujours existé et qui continuent. Pour les habitants, c'est un enfer. C'est un dossier qui est à lire dans le Parisien aujourd'hui. Mais c'est vrai que moi, j'ai été interpellée par ce qui a pu se passer dans par les différentes cités. Un enfer pour les habitants, des policiers qui se retrouvent démunis pour juguler ce problème, et puis un État qui est assez faible, qui en tout cas visiblement ne sait pas très bien comment réagir. Moi, j'ai vu il y a énormément de vidéos qui mettent en cause les policiers, évidemment qu'on ne nie pas qu'il puisse y avoir des violences policières. Maintenant, quand on voit certaines vidéos mises en ligne par certains pour dénoncer les violences policières, on a un petit peu envie de leur donner raison parfois quand on voit le comportement des gens qui sont face à eux. Donc
problème pour l'État de gérer ce qui se passe dans les banlieues. Rafik Smati, vous aviez évoqué, vous, votre visite dans les quartiers nord de Marseille, qui vous avait fortement impressionné. Oui, c'était au-delà de ce que je pouvais imaginer. On appelle ça un territoire perdu, mais enfin c'est plus que perdu, c'est abandonné, avec des caïds partout. D'ailleurs, c'était avant le Covid, mais tous étaient équipés de masques chirurgicaux, parce que eux ont le sens de l'anticipation, manifestement, une vraie petite industrie locale. Et nous sommes tombés à 2 reprises dans ce qu'on peut appeler une embuscade, c'est-à-dire qu'on a été arrêtés par des voyous en moto armés qui nous demandaient ce qu'on faisait là, où on allait, pourquoi on était là. Donc, il y a aujourd'hui des pans entiers de la France qui nous échappent. C'est une tragédie pour notre pays, pour la France, mais c'est une tragédie pour, vous les avez évoqués Valérie, et merci pour les habitants de ces quartiers qui sont pris en otage par ces racailles. Et là, se pose la question de que fait l'État ? Et finalement, c'est un fil conducteur. Que ce soit en économie, que ce soit en matière de sécurité, nous avons une puissance publique qui tend à être présente et extrêmement offensive là où on n'a pas forcément besoin d'elle, mais là où on doit absolument avoir besoin d'elle. Exemple, la situation dans les quartiers ou la santé publique ou dans d'autres domaines, là, la puissance publique est absente. Moi, ce que j'observe, ce qui me révolte, parce que évidemment, je suis favorable à ce que la loi soit appliquée partout, de manière inconditionnelle. Mais ce qui me révolte... Vous savez bien que c'est pas possible, c'est ça. Oui, mais ce qui me révolte, Valérie, c'est le contraste entre les 1 million de verbalisations qui ont été données pour défaut d'attestation pendant la période du Covid, qui sont justifiées si on est favorable à l'application de la loi, ce qui est mon cas. Mais c'est le contraste entre ces 1 million d'attestations de contraventions qui ont été distribuées à ce qu'on va appeler des braves gens qui ont sans doute mal rempli leur attestation, etc., et qui ont bien fait d'être punis parce que c'est la loi. Mais c'est le contraste entre ça et ce qui se passe dans ces quartiers qui montre la faillite suprême de l'État régalien aujourd'hui qui ne remplit plus ses missions. Et c'est probablement le fil conducteur des combats politiques à venir, s'agissant de la sécurité, s'agissant de la santé, s'agissant de l'économie. Quel est le rôle de l'État régalien ? Quelles sont ses marges de manœuvre ? Et quel est le courage politique sous-jacent pour mener à bien tous ces combats qui sont évidemment difficiles. Juste un mot, je vois certains de nos auditeurs qui s'énervent, dont Michael, qui dit que je suis raciste en stigmatisant les habitants de ces quartiers. Non, on ne dit pas les habitants de ces quartiers, on parle de ces délinquants, de ces voyous qui font des rodéos et qui emmerdent, qui pourrissent la vie des gens qui y vivent. Oui, il y a de la pauvreté, oui, ils sont abandonnés, mais c'est pas une raison pour laisser faire ce qui est en train de se passer aujourd'hui avec des gens qui font des rodéos à longueur de journée, la nuit, qui occupent des halls d'immeubles. Non. Patricia. Non, c'est le dans ces quartiers, si vous me permettez, dans ces quartiers, vous avez des jeunes qui se battent, qui veulent entreprendre, qui sont fantastiques et qui sont bridés justement par ces petits caïds qui imposent leur loi. Oui, pardon, Patricia avait commencé à prendre la parole. Vous savez prononcer le mot. Il y a 2 sujets dans ce que vous avez dit, Valérie, et ce qu'a dit Rafik. C'est l'éternel problème des territoires perdus de la République, qui sont des territoires abandonnés. Mais il faut aussi reconnaître que les forces de l'ordre qui essayent de faire leur travail ne peuvent plus pénétrer dans ces quartiers. Et ce que vous disiez, Valérie, il ne s'agit pas de racisme, mais il y a des gens des personnes âgées qui ont des appartements depuis 40 et 50 ans dans ces quartiers, qui ne peuvent plus vivre décemment par peur permanente. Donc, qu'est-ce que doit faire l'État ? Mais c'est très simple. L'État doit renforcer les effectifs de police et à ce moment-là, prendre des mesures fortes pour qu'on puisse pénétrer dans ces quartiers, arrêter ces gens. Parce que quand on vient de libérer des milliers de prisonniers à cause du Covid, qu'est-ce qui revient dans ces quartiers ? Ces délinquants. Et ça va être de pire en pire. Je crois que Rafik Smati a prononcé le mot qu'il fallait prononcer tout à l'heure, c'est le mot courage. Je pense qu'on a laissé ces quartiers aux mains des caïds par lâcheté publique, parce qu'on a peur d'aller derrière Nunez, le secrétaire d'État à la sécurité, a demandé au début du Covid, par 2 fois, à ne pas aller au contact. À laisser le confinement se déconfiner à la façon dont nous voulaient les caïds. Et 2, ensuite, à ne pas aller au contact. Alors
qu'avec les Gilets jaunes, le contact, ça y allait. C'est-à-dire qu'on était aussi, il y a un policier d'ailleurs qui a dit, on a reçu des consignes de fermeté sur les Gilets jaunes et des consignes de souplesse sur les quartiers. C'est une question de lâcheté. On a laissé tous ces quartiers, il y en a 150 en France selon la GSI. Oui, 150 en France, y compris dans des petites villes rurales. Hein. Ouais. De lâcheté, de peur. La peur induit souvent la lâcheté ou le courage. Ouais. Voilà. Il nous reste peu de temps, je voudrais qu'on entende Romain Colas. Vous êtes maire d'une commune. Comment vous voyez-vous ça? C'est de la peur, c'est de la compétence. Moi, il y a une problématique de moyens. Moi, je rejoins Patricia, de moyens et puis de doctrine pénale. C'est pas possible qu'un outrage, je parle d'un outrage grave, hein, à l'égard d'un policier soit sanctionné d'un seul et unique rappel à la loi. Ça, c'est pas possible. Si on veut réinvestir ces quartiers, alors moi je suis pas maire, fort heureusement, pour moi, d'une commune, et les habitants de ma commune d'ailleurs, dans laquelle on a des quartiers qui peuvent être considérés comme des territoires perdus, mais pour ces quartiers-là, évidemment, il y a un investissement massif en termes de moyens humains pour la police, et puis surtout une chaîne de réponse pénale efficace et rapide. Et on en revient à la question des moyens que posait Rafik sur quoi on concentre l'intervention publique. On en est aussi dans l'idéologie, parce que quand la gauche, je parle de la gauche, notamment la France insoumise, prend systématiquement le parti des petits tracailles, justement, en accusant les policiers, etc. Quand il y a un délinquant qui se casse la jambe en moto, la France, contre une voiture de police, la France insoumise en fait des tonnes et des tonnes, alors que ce qu'il fallait mettre en cause, c'est pas la police. Ça, rapidement, Romain Colas. Laissons à Mélenchon son ministère de la parole, puis nous tâchons d'essayer de trouver des solutions. En revanche, il y a un sujet qui est différent, à mon sens, de celui des territoires perdus, celui des rodéos, parce que celui-ci, il concerne d'autres quartiers que ceux que nous évoquons depuis tout à l'heure. Et là aussi, il faut qu'on ait des moyens d'intervention. Là, je parle de réponse pénale et de réponse policière bien plus conséquents. Il faudrait que là où on constate des rodéos, il faut que les enquêteurs puissent, mais ça suppose encore une fois des moyens sous l'autorité des parquets, procéder à des perquises, parce que le meilleur moyen de lutter contre ces rodéos, c'est simplement d'aller chercher l'outil là où il est. Et ça suppose des moyens d'enquête, tout bêtement. Donc et de la volonté politique aussi. Merci à tous les quatre. C'est fini. Dans un instant, vous retrouverez André Berkoff. Merci à vous. Très bonne journée à l'écoute de Sud Radio. À demain.